Trésor public. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, retour sur le voyage du président à Milan. Blaise Compaoré a exhorté l'Italie à prendre en compte les exigences d'un monde multipolaire en construction qui s'oppose en termes de sécurité, de développement économique, de réduction de la pauvreté. La question de la paix et la sécurité dans la région ouest africaine s'est invitée également dans les échanges que le président du Faso a eus avec des personnalités prenant part au forum sur la coopération internationale. Urbain Benito Somé, Agima David Chombiano. La sécurité et la paix doivent être mises au cœur de la coopération internationale. Le médiateur de la CEDEAO l'a rappelé à la tribune du Forum de Milan. Il convient de rappeler les menaces qui pèsent actuellement sur la région ouest africaine avec l'installation de mouvements terroristes au Sahel. Les risques réels de déstabilisation à grande échelle, la prolifération des armes et le trafic de stupéfiants sont source de grandes préoccupations et nécessite des pays de l'espace Afrique-Europe une forte convergence de vues et une synergie d'action. Le Burkina Faso s'investit pleinement dans le règlement pacifique des conflits à travers la médiation et apprécie fortement le soutien de ces initiatives par le gouvernement italien attaché à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. La situation dans la région ouest africaine préoccupe particulièrement le président Compaoré. Le sujet était également à l'ordre du jour dans les instances internationales. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a partagé avec le président Blaise Compaoré les conclusions de ces débats aux Nations Unies. Je lui ai rendu compte un peu du débat que nous avons eu sur le Sahel à l'ONU et je l'ai aussi informé du projet d'une réunion convoquée par l'Union africaine et qui sera co-présidée par la CEDEAO, l'ONU et l'Union africaine à Bamako très bientôt. Et j'ai recueilli ces conseils parce que nous avons besoin de bien harmoniser nos positions de façon à être efficaces dans ce que la CEDEAO veut. Et de ce point de vue, comme vous le savez, le président du Faso, du fait de sa position de médiateur, a beaucoup d'informations qui sont susceptibles de nous éclairer et je viens d'en profiter très largement. Le médiateur de la CEDEAO insiste particulièrement sur la nécessité d'un débat national au Mali pour mieux engager les processus politiques qui devront permettre de rétablir l'intégrité du territoire malien. Je pense que nous avons un processus qui est simple. Pour la CEDEAO, il s'agit tout d'abord pour les Maliens d'organiser un débat national, un dialogue national, d'accepter la médiation proposée par la CEDEAO entre Maliens, que ce soit ceux qui demandent l'indépendance ou ceux qui souhaitent islamiser totalement la République malienne. Car pour nous, quel que soit ce qu'on peut envisager pour la suite, il est important pour une nation, même qui veut entreprendre la guerre, de pouvoir conduire un dialogue national, surtout sur des questions qui sont des préoccupations, parfois des excès, mais avec excès, mais qui sont des préoccupations des Maliens, qui disent qu'ils veulent l'indépendance des Maliens, d'une zone qui veut l'indépendance ou qui veulent appliquer la charia. Alors donc, nous continuons de penser qu'il faut que ce processus de dialogue, de négociation entre Maliens puisse s'instaurer. Maintenant, si à la fin de ces discussions, il n'y a pas de possibilité d'entente, si du côté des mouvements armés en rébellion, il y a une volonté de perpétuer par la violence leur choix politique, et il est certain qu'à ce moment, le Mali aura à la fois la région ouest africaine, mais je pense bien l'Union africaine et des partenaires extérieurs pour l'accompagner dans le recouvrement de sa totalité de son espace territorial. Et bien sûr de pouvoir ensuite conduire les processus politiques avec les élections présidentielles et législatives pour conforter l'état de droit dans cet espace-là.
Ce débat national que Blaise Compaoré appelle de ses voeux sera sans doute déterminant pour galvaniser davantage les efforts de la communauté internationale autour de la cause malienne. Et puis le président du Faso a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres. À ce titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a fait part au Conseil des ministres de la préparation du Burkina Faso, de la participation du Burkina Faso à la 67e session générale des Nations Unies qui a débuté le 24 septembre dernier à New York, aux États-Unis. La délégation burkinabé a pris part à différentes réunions, dont une sur le Sahel. Le ministre Djibril Bassolé au micro de Adama Koulibaly. Nous avons fait au Conseil le point de la participation du Burkina Faso aux travaux de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et comme vous le savez, l'intervention du Burkina Faso a porté essentiellement sur la situation de pénurie alimentaire que nous avons vécue, aggravée cette année par l'afflux de réfugiés maliens. Nous avons aussi présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies la démarche du Burkina Faso, la démarche du médiateur de la CEDEAO, du président du Faso, qui vise en réalité à trouver des solutions à la crise malienne par les voies du dialogue, mais aussi par la fermeté, car il s'agira en fin de compte de lutter efficacement contre les groupes terroristes dont la présence en tout cas compromette la paix et la stabilité. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, des réunions très importantes de haut niveau se sont tenues. La première a été coprésidée par Mme Chantal Compaoré et la première dame du Bénin sur les mutilations génitales féminines. Vous savez que le Burkina Faso est à l'initiative d'une résolution et nous espérons qu'à cette session, la résolution proposée par le Burkina Faso et endorsée par l'Union africaine sera adoptée, interdisant la mutilation génitale féminine au niveau mondial. D'autres rencontres aussi ont eu lieu, en particulier la rencontre sur le Sahel. La rencontre sur le Sahel où nous avons plus longuement parlé du Mali et de la situation générale de paix et de stabilité dans la bande sahélo-saharienne. Comme je l'ai dit, le Burkina en a profité pour faire le point de sa médiation et aussi donner les perspectives futures pour la résolution de la crise, non seulement au Mali, mais aussi d'une manière générale, comment pacifier et stabiliser la bande sahélo-saharienne qui est en proie à beaucoup de maux tels que la criminalité transfrontalière organisée, le trafic de drogue, la montée de l'extrémisme et du terrorisme ajouté aux rébellions armées traditionnelles que nous connaissons. Et puis un accord de prêt entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement a également été examiné. Ce prêt va servir à financer la réhabilitation de la route communautaire CU9 Ouagadougou-Lomé et précisément le tronçon Tinkodogo-Ouada. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement au micro de Adama Koulibaly. Dans le cadre de la mobilisation du financement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à mobiliser les financements de la Banque africaine de développement qui va donc financer les travaux du lot 1 qui va donc de Koupela jusqu'à l'entrée donc de Tinkodogo et du lot 3 qui concerne donc la section qui va de Ouada après Tinkodogo jusqu'à la frontière. Alors il s'agissait donc aujourd'hui à travers le financement de la BOAD de prendre en compte donc le tronçon intermédiaire qui va de l'entrée de Tinkodogo jusqu'à la sortie vers Ouada et qui permettra véritablement maintenant de faire la jonction au niveau des trois lots et d'envisager le démarrage des travaux dans un prochain projet. L'ensemble du projet est évalué à 102 milliards de francs CFA. Alors la section qui est financée aujourd'hui, qui est financée par la BOAD et dont l'accord du projet de ratification a été signé au gouvernement aujourd'hui, est évalué à 10 milliards de francs CFA.
il a été aussi question d'un projet de décret portant institution d'une commission nationale des droits humains. Ce décret vient conformer les statuts de cette commission à ceux en vigueur au niveau international. Par ailleurs, les commissaires de cette structure ont été nommés. Plus de détails avec le ministre des Droits humains et de la promotion civique au micro toujours de Adama Koulibaly. Il est question que les commissions nationales qui avaient la caution des organisations onusiennes étaient celles qui étaient créées soit par loi, soit inscrites dans la Constitution et non pas simplement par un décret. Du coup, nous avions perdu le statut que nous avions du fait que nous n'étions pas, notre commission nationale n'était pas créée du fait d'une loi. C'est désormais chose faite. Et aujourd'hui, c'est pour le décret porte nomination des membres de cette commission. Il s'agit de la nomination des 27 commissaires de la Commission nationale des droits humains qui vont maintenant rentrer en pleine fonction parce qu'il y a quand même eu un moment de grande léthargie du fait de l'instabilité institutionnelle liée même au ministère de la promotion des droits humains qui à un moment donné était rattaché, ensuite détaché. C'est ce qui a expliqué un peu ce retard et il y a certains commissaires qui étaient appelés à d'autres fonctions et il a fallu procéder à leur changement. Alors, nous reviendrons sur l'intégralité du Conseil des ministres de ce jour à l'issue de ce journal et je serai en compagnie de Amadou Ardo Diko. Ceci dit, le village de Sapaga situé sur l'axe Ouagadougou-Koupela a été le théâtre de manifestations hier en fin de matinée. Les manifestants protestaient contre la mort d'un ressortissant du village de Pouitenga lors d'un contrôle des services des douanes. Le drame survenu hier à Pouitenga a également fait un blessé qui a été évacué à l'hôpital Yalagdo Ouedraogo de Ouagadougou. Le point de Aboubakar Sagnon. Les traces de la protestation des populations de Pouitenga sur la route nationale numéro 4 sont encore visibles à l'entrée du village de Sapaga et de la ville de Koupela. Selon les autorités administratives et policières, les manifestants ont pendant environ 2 heures dressé des barricades et brûlé des pneus sur cette voie. Ces troubles ont perturbé la fluidité du trafic en fin de matinée de ce mardi 2 octobre. À l'origine du mécontentement des populations, la mort d'un ressortissant du village de Pouitenga. Des éléments de la douane de Bogandé en contrôle auraient engagé des actions contre des passants. Mais il faut vous dire que à présent, nous ne sommes pas clairement situés sur les circonstances précises de l'accident. Le haut-commissaire de la province est formel, aucun coup de feu n'a été tiré et les informations selon lesquelles le drame est survenu suite à une course-poursuite entre les douaniers et les 2 victimes n'ont pas été confirmées. La personne décédée n'est pas régulièrement inscrite dans un établissement, mais elle suivrait des cours du soir au niveau d'une structure de la place. Pour le blessé, là aussi, il semble qu'il s'agit d'un élève d'un lycée de la place, du lycée Kourita. Une délégation de la province est en train d'envisager une mission pour lui rendre visite à l'hôpital Galagado où il a été évacué. Selon l'autorité administrative, seule l'enquête ouverte par la gendarmerie pourrait déterminer les vraies causes de cet incident. Les concertations engagées avec les manifestants ont permis de calmer la situation et de limiter les dégâts matériels. Il n'y a pas eu de destruction d'infrastructures, comme certaines sources ont tendance à le dire, ça je peux vous le confirmer. Par contre, comme dans tout mouvement de foule, il y a eu des bris de glace, notamment au niveau de la pare-brise d'un véhicule. Et puis les manifestants sont allés également au niveau du poste fixe situé sur la route de Tenkodgo, où dans les altercations, une mobilette appartenant à un agent de douane a été incendiée. Je pense que les différentes parties prenantes vont s'accorder sur
la nécessité d'attendre que toute la lumière soit faite et que chacun de nous travaille à la préservation de la paix et de la tranquillité publique, si chère à notre pays et condition indispensable à tout développement. Au moment où nous quittions les lieux, aux environs de 10h30 ce matin, tout était calme. Par mesure de prudence, des unités de la compagnie républicaine de sécurité ont été dépêchées sur place pour parer à toute éventualité. Voilà, il faut noter que d'autres manifestations ont eu lieu après le départ de notre équipe de reportage. Des élèves de Pouitenga ont encore obstrué la route et brûlé des pneus. Une situation qui a amené les agents de la CRS à intervenir pour rétablir l'ordre. Selon la police, la situation est de nouveau calme ce soir. Le gouverneur de la région du Centre-Est s'est rendu dans la famille du défunt pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Et puis, à 2 mois des élections couplées législatives et municipales, le gouvernement et les partis politiques multiplient les rencontres. Hier après-midi, le Premier ministre était face aux représentants des partis et formations politiques. Cette rencontre qui a duré 3 heures a permis au chef de l'exécutif de donner des informations relatives à l'organisation du scrutin du 2 décembre prochain et de recenser les préoccupations des partis politiques. Reportage de Nyarkiteda. C'est une rencontre d'échange pour s'accorder sur les modalités pratiques de l'organisation du scrutin du 2 décembre prochain. Une rencontre au cours de laquelle la question du délai pour le dépôt des candidatures a ravi la vedette aux autres sujets lors des débats. Nous avons proposé au chef du gouvernement tout simplement de retourner à la légalité en demandant à l'Assemblée nationale de relire le code électoral dans ses articles qui concernent la composition du dossier de candidature et dans l'article concernant la définition de la circonscription électorale, de façon à ce que sur cette base, avec un texte clair, une loi claire, on dépose des dossiers qui permettent à tout le monde d'être dans la sérénité, d'être dans la tranquillité de l'esprit. Des problèmes sont posés, nous les avons tous vécus. Le chef du gouvernement a pris l'engagement d'en référer aux instances républicaines de notre pays, d'en parler à qui de droit et éventuellement de nous donner des réponses dans le strict respect de la loi. Je tiens à le dire et tout cela est appréciable. Donc de mon point de vue, je pense que nous avançons dans le bon sens, avec des difficultés inhérentes à la nature des hommes que nous sommes. Ma position, c'est qu'il faut quand même déjà rallonger la période du dépôt des dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui sont arrivés un peu tardivement. Ceux qui pensent que finalement on aurait pu avoir les documents à temps oublient la réalité du pays. Il y a des gens qui ont fait des dossiers, il y a des fois des palais de justice qui n'ont pas donné les casiers judiciaires à temps. Selon le gouvernement, les dispositions actuelles qui font l'objet de débats et de commentaires ont été prises de commun accord par la CENI et la classe politique. La CENI, pour assouplir donc les conditions de dépôt, notamment les conditions d'identification, a pris des mesures en étroite collaboration de façon consensuelle avec la classe politique. Majorité opposition, mais il y a certains partis politiques qui remettent en cause ce consensus-là. Le chef du gouvernement a entendu tout le monde, mais a estimé qu'en l'état actuel, il faut laisser les choses aller à son terme. Ceux qui trouvent qu'il y a des insuffisances peuvent saisir la justice. Dans ces conditions, l'on est tenté de s'interroger si les élections se tiendront effectivement le 2 décembre prochain. Les élections sont maintenues au 2 décembre. Et toutes les conditions sont réunies, les dossiers sont déposés, la CENI va faire la validation dans quelques jours, la date de la campagne électorale est fixée, toutes les conditions sont réunies. Pour être encore réaliste, le Premier ministre dit avoir initié cette rencontre pour annoncer aux partis politiques les mesures prises par le gouvernement pour garantir une bonne tenue du scrutin. Beaucoup d'efforts ont été consentis sur les plans financiers, réglementaires et institutionnels pour réunir toutes les conditions de succès des élections couplées du 2 décembre 2012. Le gouvernement assurera donc la prise en charge des représentants des partis et formations politiques dans les bureaux de vote le jour de l'élection afin de donner à tous une égale chance de présence dans les bureaux de vote. Le gouvernement propose également d'apporter une assistance de l'administration à la CENI et assurer l'encadrement sécuritaire de la campagne jusqu'aux élections. En revanche, le chef de l'exécutif demande aux partis politiques d'adhérer aux valeurs de tolérance, d'acceptation mutuelle, de fraternité, d'équité et de paix. Les partis politiques devraient également travailler à un meilleur encadrement des populations pour relever le défi.
Et justement, la commission ad hoc de validation des candidatures des élections législatives 2012 mise en place par la CENI est réunie depuis ce matin à Ouagadougou. Sa mission parachever la détermination des listes de candidatures, une étape importante du processus électoral en cours dans notre pays. Reportage de C. Sylvestre Da. 74 dossiers de 74 partis et formations politiques en lice pour les élections législatives au Burkina sont soumis depuis ce mercredi matin à l'appréciation de la commission ad hoc présidée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La commission, conformément à l'article 177 du Code électoral, se compose des commissaires de la CENI et d'un représentant de chaque formation politique prenant part au scrutin du 2 décembre. Elle procédera à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats, des pièces requises, des listes présentées dans chaque circonscription électorale et de la régularité des partis et regroupements de partis politiques ayant déposé donc les candidatures. Au terme de l'exercice, la CENI doit être à même de publier la liste des candidats retenus pour prendre part au scrutin sur le fondement des conditions de participation tenant aux partis et regroupements de partis et des conditions d'éligibilité des personnes présentées par les 10 partis et regroupements de partis. Une vérification donc des dossiers dans le fond et la forme pour identifier toutes les situations de non-conformité de candidature qui pourraient entacher la suite du processus électoral. Et au vu du nombre important des partis politiques, les travaux vont se dérouler en sous-commission au nombre de 6 qui vont proposer les dossiers à valider en plénière. J'ose espérer par ailleurs que vous saurez, à ce stade du processus électoral, prendre la mesure de la situation, rationaliser vos divergences et vous entendre sur l'essentiel pour aller ensemble à ces élections. La vitalité de notre démocratie en dépend et se mesure à la capacité donc des partis politiques à proposer des initiatives favorables à l'épanouissement des populations. Les travaux dureront le temps qu'il faudra pour garantir la transparence et l'équité dans la validation ou non des candidatures, gage selon la CENI d'élections législatives crédibles. Quant à l'examen et la validité des candidatures municipales, l'opération se mène au niveau des démembrements de la CENI. Élection toujours, le ministère des Droits humains et de la promotion civique veut renforcer la connaissance des partis politiques sur la notion de démocratie et de gouvernance. Il organise à leur intention une formation sur la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée par l'Union africaine en 2007. La session de formation a débuté hier à Ouagadougou. Wendata Nathalie Kaoré signe pour vous le reportage. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance a été ratifiée par le Burkina Faso en 2010 et il est en vigueur depuis février 2012. En ratifiant cette charte, le Burkina Faso s'allie avec ses pairs dans la promotion et la consolidation de la démocratie en Afrique. Les partis politiques étant les acteurs clés dans l'animation de la vie politique et dans l'éducation du peuple sur les valeurs démocratiques, il était important d'organiser une telle formation à leur profit. Dans la Convention, tout ce qui est nécessaire pour la consolidation du processus démocratique dans les pays est édicté dedans. Donc ça leur donne aussi des informations et ça leur permet de voir comment il faut qu'eux travaillent au niveau des différentes formations politiques afin d'aider l'enracinement de la démocratie au niveau du Burkina Faso. La formation va se dérouler en 2 jours et 6 thèmes fondamentaux contenus dans la charte seront présentés. Ces thèmes sont principalement relatifs au rôle et obligations des partis politiques dans la promotion de la démocratie et des droits humains au Burkina Faso. Au regard de la pertinence des thèmes et à la veille des élections de décembre 2012, l'espoir est que cette formation soit profitable aux acteurs de la scène politique aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance. Formation encore à Bobo Dioulasso, les agents des forces de défense et de sécurité de la région des Hauts-Bassons sont à l'école des droits humains, organisée par le ministère des droits humains et de la promotion civique à travers sa direction régionale. Cette conférence vise à renforcer la connaissance des forces de l'ordre pour une meilleure compréhension et une application sans faille des 10 droits. Reportage de Karim Sissé. Le Burkina Faso s'est engagé dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains à travers l'adoption de la Constitution de juin 1991 et la ratification de quelques instruments internationaux et régionaux. Pour concourir à la réalisation des droits énoncés dans ces instruments juridiques, le ministère des Droits humains et de la promotion civique a organisé une série d'activités de sensibilisation à l'endroit de la population.
La présente conférence de Bobo Dioulasso sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la promotion et la protection des droits humains entre dans ce cadre. Cette conférence-là se tient au lendemain d'une crise sociopolitique qui a mis nos forces de défense et de sécurité au centre de la tourmente et qui a remis en cause de nombreux acquis en matière de droits humains, en matière de paix, en matière de tolérance et de notre vivre ensemble. C'est une conférence qui intervient également et la veille d'élections couplées où les forces de défense et de sécurité seront sollicitées pour le succès de ces consultations électorales. Donc vous comprenez pourquoi nous avons choisi de nous adresser à ce public cible-là, eu égard au contexte dans lequel nous sommes. À travers cette conférence, il s'agira donc pour la Direction régionale des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins de renforcer la connaissance des agents de défense et de sécurité afin qu'ils jouent mieux leur rôle d'avant-gardiste pour l'effectivité des droits humains au Burkina Faso. Et puis, belle frayeur ce matin sur l'axe Ouagadougou-Pau, les députés de la Commission du développement économique et de l'environnement en partance pour visiter des champs de coton ont échappé de peu à un braquage dans le parc Kaboré-Tambi. Les bandits ont tendu leur embuscade à une trentaine de kilomètres de Pau, juste avant le poste de gendarmerie situé sur le pont du Nazinon. 2 policiers présents dans le car des députés ont riposté et ont réussi à faire fuir les braqueurs. Ces derniers ont eu le temps cependant de dépouiller quelques passagers d'un car de transport. On déplore 3 blessés. Le reportage est signé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Tout juste de se produire. Il était environ 10h30 ce matin quand ce car de transport ghanéen est tombé dans l'embuscade. Nous sommes ici à une trentaine de kilomètres de la ville de Pau. Quelques coups de feu tirés par des individus sortis de la forêt ont suffi pour immobiliser le véhicule. Juste derrière, à 500 mètres environ, les députés qui se déplaçaient dans ce car ainsi que l'ensemble du cortège ont assisté à toute la scène. Le car venait de les dépasser. 2 policiers présents dans le car des députés ont riposté par des tirs de sommation, ce qui a mis les bandits en déroute. Les gendarmes dont le poste est situé à quelques kilomètres de là sont arrivés très vite en renfort. Mais les braqueurs ont tout de même eu le temps de dépouiller quelques passagers. Comme j'étais carrément devant, donc ils sont sortis directement, il dit de s'arrêter. Mais le chauffeur venait un peu en vitesse, il ne pouvait pas s'arrêter sur le champ. Donc en même temps, il a commencé à tirer. Donc on était obligé maintenant de rentrer sous le chaise. Donc the police is coming. Police is coming. Police is coming. So you shoot again 1, 2, 3, no, then they all enter the bush. Then they take all you have. He said police is here, police is here. Police is coming, police is coming. Police is coming, police is coming. Say police is coming, police is coming. Then they enter the bush. Et c'est les seuls qu'ils ont tiré. Ils connaissaient très bien. Alors c'est du vert clair. Les mêmes couleurs. Ils connaissaient très bien la personne. Vert clair. Lui il était à côté. Moi-même j'ai vu. Parce que moi, je ne me suis pas fermé les yeux. J'en ai même fait quand moi, j'ai fermé les yeux. Moi, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Il faut fermer les yeux. Ah, non, parce que les gens, ils n'avaient même pas le temps pour voir quelqu'un. Ils savaient très bien que la personne est dans la voiture et qu'ils vont prendre cet argent-là. Et ils ont ramassé le sac et ils sont partis avec. Les impacts des balles sur le car témoignent de la violence de l'attaque. La passagère qui était assise sur ce siège a eu beaucoup de chance. Au total, 3 personnes ont été blessées. Les députés, eux, ont eu des sueurs froides. C'est une belle frayeur que nous avons eue. Nous avions 2 policiers à l'intérieur. C'est grâce à eux, parce qu'ils ont réagi, ils ont fait des tirs de sommation. Ils sont descendus promptement pour aller vers, justement, le danger, ce qui a permis aux victimes d'échapper. Néanmoins, il y a une femme qui est blessée, le chauffeur aussi a eu un coup sur la tête. C'est vraiment triste et c'est une réalité que nous vivons ce matin. Une fois de plus, l'axe Ouagadougou-Pau n'a pas failli à sa réputation de route dangereuse. Les députés étaient en partance pour visiter des champs de coton génétiquement modifiés à Pau. Sur la voie du retour, ils ont apporté leurs encouragements aux blessés. Tous étaient sur pied.
Quelque chose de plus gai à présent, la société minière Ayam Gold et Sakan SA prolonge son contrat avec l'État burkinabé de 3 ans. Une prolongation qui est due aux travaux d'extension demandés par la société. Ce sont environ 180 millions de francs CFA qui seront investis. L'extension de la mine d'or va aussi augmenter la production. De nouveaux emplois seront créés et de nouvelles taxes perçues par l'État burkinabé. Le reportage de Jacques Lamissa, Tarpaga. C'est depuis Ouagadougou que la société minière Ayam Gold et Sakan SA lance les travaux d'extension de sa mine d'or dans le Sahel. Ce projet d'agrandissement de la mine permettra de porter la capacité d'extraction de 32 millions à 56 millions de tonnes par an. Et les investissements prévus s'élèvent à 180 milliards de francs CFA. Il y aura la réalisation de nouvelles fosses, notamment à Falangoutou, ainsi que l'augmentation de la capacité de broyage de l'usine. Ce sont 350 ménages qui devront être relogés et des dispositions sont déjà prises. Zéro incident, c'est un peu notre ADN, donc on a un comité en place avec les communautés. On va discuter avec eux parce qu'il va falloir déplacer certains petits villages. Au niveau environnemental également, on va voir réduire au minimum les impacts. La question de sécurité, ça c'est d'autres choses. Donc, ce qui se passe au nord du Mali, présentement on est en discussion de façon constante avec le gouvernement du Burkina et on est très bien informés. On fait des échanges d'informations également de ce côté-là et on suit la situation de près. Pour le moment, à Sakan, on est encore confortable avec la situation. On prend nos précautions au niveau du site, donc on a mis des mesures en place. Le gouvernement également a mis des mesures en place à la frontière du Mali. Et pour le moment, ça se passe assez bien. Pour le gouvernement burkinabé, c'est un partenariat gagnant-gagnant au regard des 700 nouveaux emplois créés dans la phase d'extension et des 200 emplois permanents en perspective. Le contrat d'exploitation de la mine d'or d'Essakan se voit ainsi prolongé de 3 ans. Il prend fin en 2025, mais Ayam Gold n'entend pas s'arrêter là et poursuit ses travaux d'exploration pour découvrir d'autres réserves d'or. Et puis un rectificatif avant de continuer, la société va plutôt injecter 180 milliards de francs CFA et non 180 millions. Plus que 5 jours pour le début du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Pour la 10e édition qui se tiendra du 6 au 14 octobre à Ouagadougou, le comité d'organisation se dit prêt à relever le défi. Le FERCIT 2012 se tient sous le thème « Crise énergétique en Afrique, des solutions scientifiques et technologiques ». Les hommes de médias ont pris connaissance des derniers actes préparatoires au cours d'une conférence de presse ce mardi, en présence de Jacques Lamissa Tarpaga. Les solutions scientifiques et technologiques à la crise énergétique en Afrique, voilà qui va occuper les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs, mais aussi les décideurs et les consommateurs à ce 10e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. Des conférences, des ateliers et des tables rondes sur l'énergie sont au menu de cette rencontre. L'énergie, c'est le moteur du développement. Vous voyez, nous sommes tous dans la ville de Ouagadougou. Quand il y a des coupures d'énergie, vous avez non seulement nos industries qui ne marchent plus, mais vous avez même tous les petits, le secteur informel, les soudeurs, tout le monde est assis à longueur de journée et ils ne peuvent pas faire le travail sans énergie. Donc l'énergie est le moteur du développement. Une dizaine de pays africains et européens sont attendus à cette 10e édition du FERCIT. La rencontre biennale des scientifiques au Burkina Faso enregistre des innovations majeures. Ce que nous avons appelé espace jeunesse. Espace jeunesse où nous invitons les jeunes, les moyens, comme on le dit, des lycées et des collèges, et les tout jeunes à venir dans des stands. Ceux qui ont des petites technologies peuvent les exposer, mais également il y aura la sensibilisation. Le deuxième espace innovateur, c'est ce que nous avons appelé business to business. C'est-à-dire, vous avez des technologies qui sont créées par des inventeurs. Vous avez également des opérateurs économiques qui sont là. Vous avez des établissements financiers qui sont là. Et il faut qu'on mette ces gens-là ensemble pour que chaque affaire qui sorte, s'il est déclaré crédible, qu'il puisse être financé. Le FERCIT, c'est aussi la récompense des exposants et des communicateurs scientifiques. De nombreux prix sont annoncés et le plus convoité est le prix du président du Faso.
Comment répondre plus efficacement aux catastrophes climatiques sur le continent africain? La Commission de l'Union africaine, avec l'appui technique et managérial du PAM, le Programme alimentaire mondial, vient de lancer un projet intitulé African Risk Capacity (ARC) ou Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Conçue comme une entité financière autonome, l'ARC se veut une institution spécialisée de l'Union africaine qui fournira au gouvernement africain des fonds de recours rapides en cas de sécheresse ou de catastrophe climatique. Reportage signé Ernest Kambire. La mutuelle panafricaine de gestion des risques ou African Risk Capacity est un instrument de réponse efficace aux catastrophes climatiques. C'est un projet conçu par la Commission de l'Union africaine pour aider les gouvernements à mieux gérer les conséquences financières et socio-économiques de la sécheresse ou autres catastrophes naturelles. L'atelier technique sur cette mutuelle panafricaine ouvert ce matin à Ouagadougou permettra aux parties prenantes de s'informer sur ce nouveau concept de mutualisation du risque. Il s'agira également pour les participants de partager des idées sur la façon que cette mutuelle pourrait collaborer avec le gouvernement du Burkina Faso. La mutuelle panafricaine ARC, donc African Risk Capacity, fonctionne comme une assurance pour les États africains contre le risque de sécheresse. Donc, chaque année, les États paient une prime et en cas de sécheresse sévère, ils reçoivent un déboursement qui peut aller jusqu'à 15 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre des réponses précoces et protéger les moyens d'existence de leur population. S'approprier les mécanismes du projet ARC, ces approches et outils de gestion des risques, les participants ont 2 jours pour les maîtriser afin de s'en servir pour compléter la planification des catastrophes actuelles et les activités de réduction du risque de catastrophes liées à la sécheresse par exemple. Les sécheresses, ça fait partie de notre quotidien. Dans ces conditions, il faut vraiment que nous trouvions les mécanismes pour minimiser les risques. C'est pourquoi je souhaite qu'en discutant ici au Burkina Faso, que nous puissions donc y injecter évidemment notre contexte national, que l'on puisse faire prendre en compte nos particularités, qu'ils comprennent bien le mécanisme et surtout que nous fouillions ce mécanisme et que nous regardions avec les autorités de ARC comment l'adapter à notre situation. Ce rendez-vous de Ouagadougou est la première étape d'un processus de collaboration future entre le gouvernement burkinabé et l'ARC. Il permettra en tant qu'atelier technique de déterminer la pertinence de la participation du Burkina Faso à cette mutuelle. Le Larlet Naba Tigré était le dimanche dernier dans la commune rurale de Touéguin où il a exploité un champ de plus de 80 hectares de jatropha. Cette visite lui a permis d'offrir des vivres aux populations et des plants de jatropha. Il a ensuite fait un bilan à mi-parcours de la saison où 4 tonnes de jatropha ont été récoltées pour le moment. Le reportage est signé Nicolas Zigani. Une visite des champs qui a permis au Larlet Naba Tigré de faire un don de 2 tonnes de céréales aux populations qui sont dans le besoin. Cette visite avait l'allure d'un bilan des efforts fournis pour la promotion de la culture de jatropha dans la commune rurale de Touéguin. Je peux dire qu'il y a un impact socio, donc économique, très important et même environnemental très important dans ce périmètre de jatropha dans la commune de Touéguin. À partir du tourteau du jatropha, c'est-à-dire la biomasse du jatropha, une fois qu'on presse 4 kg pour enlever le litre d'huile de jatropha, les 70% c'est de la fumure organique. Et cette fumure organique est donc produite localement au Burkina Faso par les Burkinabés. Donc il y aura progressivement une facture d'importation d'engrais qui va baisser. Ce fut l'occasion pour un paysan modèle de la localité qui a déjà expérimenté d'apprécier l'intérêt de l'utilisation de la fumure organique obtenue à partir des graines de jatropha. À chaque fin de saison, ce sont de fortes sommes qui sont rétribuées à de nombreuses familles qui viennent travailler dans ce champ de jatropha de plus de 80 hectares. Depuis la première année, on crut en cette filière et aujourd'hui sont bénéficiaires du retour sur investissement parce que, bon, comme vous l'avez constaté vous-même, ils disent combien ça leur est un salut vraiment pour gérer les besoins financiers des ménages. Nous avons eu de l'argent. Cette somme pourra aider nos maris à faire face à certaines dépenses, surtout la scolarité des enfants et leur santé. Ce champ expérimental de jatropha pour le Larlet Naba est d'initier les populations de Touéguin à être des promoteurs de cette culture dans la commune.
À l'occasion, ce sont des milliers de plants qui ont été distribués aux différents villages avec un cours sur les techniques de plantation et d'entretien à l'appui. Après la mise en œuvre en 2010 de la feuille de route pour un appui à la décentralisation, les acteurs sont réunis depuis ce matin, 2 octobre, à Ouagadougou pour évaluer les acquis et les insuffisances. Cet atelier va leur permettre de repartir sur de bonnes bases. Le reportage est signé Symphorien Somda. Il s'agit pour les acteurs d'enrichir le projet de stratégie d'appui à la décentralisation élaboré en 2010. Cette feuille de route a permis d'organiser les interventions du ministère au niveau déconcentré et de renforcer également les capacités des collectivités territoriales. Nous avons mieux orienté nos actions, en ce sens que nous savons que nous devons être présents partout où les collectivités ont besoin du ministère de l'économie et des finances. Présents pour assister les collectivités dans les domaines du budget, parce que c'est là où nous avons notre expertise, présent pour les aider dans la mise en œuvre et l'élaboration de leur plan d'action pour le développement local et également pour aider à renforcer leurs capacités. Il est apparu nécessaire de revisiter la feuille de route à la lumière des 2 années de fonctionnement. À cet effet, le gouvernement a adopté la politique sectorielle de l'économie et des finances, POSEF. La POSEF confère une place de choix à l'accompagnement de la décentralisation. Une réorganisation institutionnelle va créer un cadre cohérent pour une synergie d'action dans la mise en œuvre de cette politique sectorielle de l'économie et des finances. Du sport à présent, la grande famille du handball a rendez-vous à Ouagadougou pour son 18e congrès ordinaire. À l'ordre du jour de cette rencontre, les questions de gestion et d'organisation, mais surtout des élections à la tête du comité exécutif. Le compte rendu de l'ouverture de la rencontre avec Lassina Ouattara et Lassina Sawadogo. Record de participation à ce 18e congrès ordinaire de la Confédération africaine de handball au Faso. 42 pays ont répondu présents à cette rencontre qui a pour objectif certes de traiter des problèmes de fonctionnement de l'institution, mais aussi de réorganiser sa marche. La Fédération burkinabé de handball organisatrice de cette rencontre, ici à Ouaga, préside au destiné de la zone 3. Le Burkina est déjà membre du Conseil et à ce titre, je pense que le Burkina est honoré et sera maintenu. Et pourquoi pas espérer avoir d'autres membres dans les instances de la Confédération pour représenter le Burkina. Faire prévaloir les qualités organisationnelles du Burkina qui bénéficient de la présence ô combien importante du docteur Hassan Moustapha, président de la Fédération internationale de handball. Une chose est au moins certaine à ce rendez-vous. Mansour Aremou, présent depuis 2008 à la tête de l'institution, aura la lourde tâche de conduire une fois de plus au destiné du handball. Ce que nous devons mettre devant, c'est forcément les actions qui sont engagées pour permettre au handball africain d'aller de l'avant, de réduire le fossé qui nous sépare du référentiel handball européen et puis prouver, n'est-ce pas, au monde entier que nous pouvons accéder un de ces jours à une démarche du podium. C'est ça le plus important. Le congrès de Ouagadougou se veut en outre celui de la redynamisation d'un sport qui entend combler son retard avec la référence dans le domaine, l'Europe. Pour cela, l'ancien handballeur ministre exhorte les membres de la famille à mettre l'intérêt général en avant plutôt que celui des personnes. Au-delà des enjeux électoraux de ce congrès, je tenais à les faire comprendre que nous devons tous voir un peu le développement de ce sport-là. Donc c'était l'occasion pour moi en tout cas de discuter aussi avec quelques responsables et interpeller tous les présidents des fédérations africaines pour que nous puissions en tout cas travailler à développer le sport de main et particulièrement le handball. Le congrès de Ouagadougou, deuxième dans notre pays après celui de 1995, se termine samedi prochain. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour.